Olá pessoal, boa tarde. Estou aguardando entrar aqui conosco a pessoa que vai compartilhar conhecimentos e os impactos da pandemia no país da Argélia. Ele que é professor e vai trazer para a gente aí as mudanças que o Covid trouxe. E eu vou compartilhar também com ele, né, as mudanças que tivemos aqui na educação. Esperando ele entrar. Estamos aí com pessoas queridíssimas que estão sempre me acompanhando aí. E aí a gente vai bater um papo legal. Vamos saber como é que é a história lá do outro lado do mundo, né? Lá na Argélia nós temos 4 horas de diferença, então lá são 18 horas. Pois é, eu decidi fazer um pouquinho como é no país deles. Isso é um sábado à tarde, finalzinho da noite. Ele falou que o pessoal se concentra para ir ver as lives. Alors bonjour, vous m'envoyez une invitation et comme ça je peux vous accepter et on peut commencer. Donc si vous acceptez, vous rentrez avec moi. Coucou, Ah, salut, c'est bon. bonsoir. Bonsoir. Ici chez nous, c'est toujours bonjour parce on est Ah bon, quelques heures d'accord. encore, hein. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Erika, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Et déjà, Voilà. je voulais vous dire que je suis très contente que vous ayez accepté cette invitation Ah, le plaisir est partagé. pour qu'on puisse faire des échanges, des connaissances et des expériences, comment ça se passe Ça dans sera un nos immense pays. plaisir. Bien sûr, ça sera avec un immense plaisir. D'accord. Alors, vous voulez vous présenter un petit peu, dire ce que vous êtes, ce que vous faites. D'accord, je me présente. Bon, ben, je suis Ben Rachid Lotfi, je suis un enseignant de français au cycle primaire. Euh, bon, concernant mes diplômes, vous le savez que j'ai un master en français sur objectifs spécifiques et je suis un activiste algérien, donc je fais partie des associations qui font des aides humanitaires aux gens démunis comme les pauvres, les malades, et ainsi de suite. D'accord, mais c'est très bien. Je suis de la Donc, ville de Relizane, qui est située dans l'ouest algérien. ah, c'est bien. Eh Voilà. ben, maintenant, c'est à moi de parler. Vas-y, je Moi, je suis commence. Je laisse la avocate. parole. Je Ouais, suis avocate, je suis écrivain c'est bien. et moi j'ai aussi fait, je peux dire que je suis prof parce que j'enseigne un peu de ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Et puis je trouve très intéressant qu'on change des expériences et qu'est-ce que la Covid, la pandémie a apporté sur l'éducation Ouais, dans nos pays. ouais, ouais, Et ouais. parce que moi, je peux dire, ici au Brésil, nous avons des gens qui sont très, très pauvres, donc ils n'ont même pas l'accès à l'Internet. Ils ont Ouais, parfois un portable par famille pour se communiquer. Et ouais, donc, avec la pandémie, ils étaient obligés d'étudier par ces moyens. Je vais dire, il fallait que tout soit virtuel et parfois, c'est ouais. pas facile. Ah, bien Et sûr, c'est vous, bien sûr. alors, comment c'est passé? Donc, je pourrais vous dire que cette pandémie, elle a fait un peu des échanges vis-à-vis le comportement de la société algérienne. Donc, vu que la plupart des gens, dans tout le monde, partout au monde, par exemple, on trouve la strate moyenne, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui font partie de la strate moyenne, c'est des gens, des employés, des ouvriers. Et il y a la strate, comme on dit, aristocrate. Mais nous, on va viser, ou bien on va cibler dans cette conversation la strate, c'est-à-dire des pauvres, c'est les familles diminuées. Donc, sachant que dans cette pandémie, il y a des gens qui manquaient d'informations, ce qui a eu un impact sur le taux de décès et des gens qui sont décédés lors de cette pandémie. Donc, il y avait trop de gens contaminés et ceci à cause du manque d'informations et du manque d'hygiène. C'est pour cela que je vous ai dit que les gens, ils ont changé de comportement. C'est-à-dire, ils commencent à avoir tendance à avoir une valeur à valoriser le côté d'hygiène. Donc, pour faire D'accord. face à cette pandémie, on était obligé de sensibiliser la société algérienne, surtout
dans les quartiers les plus pauvres, on était censé de faire des associations, créer des groupes pour faire face à cette pandémie. La première des choses, c'est s'armer avec des informations, c'est-à-dire donner la bonne information aux gens des quartiers qui sont populaires, et c'était des quartiers qui sont pauvres. Donc, il fallait donner l'information. C'est quoi cette pandémie? Comment faire face à cette pandémie? Les questions d'hygiène, le confinement, la distance entre les gens. Donc, tout cela, parce que c'est au lieu, c'est comme disait le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, on s'arme avec l'information. Quand tu connais les atouts de ton ennemi, donc tu sais comment l'affronter. Donc, c'est avec la bonne information et l'éducation et l'hygiène qu'on pourrait éviter de tomber dans le piège de la contamination et le décès et éviter d'acheter des médicaments pour éviter de gaspiller d'argent ou bien pour les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des médicaments. Voilà pourquoi. D'accord. Donc, et je ne sais pas si vous avez cette impression, mais c'est toujours les pauvres qui souffrent le plus. Parce Mais que, oui, bien sûr. d'ailleurs, ils n'ont pas, au départ, ils n'ont pas l'information correcte. En plus, s'ils Voilà. tombent malades, alors, pour se traiter, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas accès à l'hôpital et tout ça. Ouais. Mais j'ai une observation à faire. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui m'a pris vraiment l'attention, c'est Ouais. que les gens qui étaient en prison, Ouais. malgré qu'ils ont été contaminés, mais Ouais. si vous savez, ben, il y en a très peu dans tout le Brésil qui ont été morts. Ouais. Alors, on se demandait toujours Il y avait plus comment ça d'essais se dans fait, le parce que il paraît que ce sont des gens très forts, je veux dire. Et puis Ouais. là-bas, il n'y avait pas la climatisation. Et peut-être c'est ça qui les a aidés à survivre, hein. Aussi, où j'habite, nous, on a Mm. un climat très chaud. Ouais. Et ça aussi, ça a aidé que les gens, c'est pas qu'ils se sont moins contaminés, mais je veux dire, en ces moments, dans des endroits qui sont froids, que les gens sont plus vulnérables, qui s'enferment plus dans les maisons et tout ça, bien sûr que c'est beaucoup plus difficile. Mais chez vous, vous avez une catégorie qui, par exemple, qui n'a presque pas été touchée, parce que, oh, il y a en plus, pas seulement les gens qui sont en prison, mais les gens qui habitent dans la rue. Ouais. Ouais. Les SDF, les sans domicile fixe. Ça, voilà. Ouais. Ben, je Donc te là, on demande une parle de. petite seconde avant que tu commences à parler parce qu'il y a quelqu'un qui me demande de traduire en Il n'y a pas de português. problème. Il est le bienvenu. É, vamos lá, gente. Nós estamos falando aqui sobre a questão do impacto da Covid no nosso país, né, na Algéria e no Brasil. E parece que a situação é a mesma. Ele diz que os pobres, por não terem informações, eles foram contaminados, sofreram muito porque não tinha acesso à educação para saber como se proteger do vírus, porque foi uma coisa nova, e também porque depois que estavam contaminados, eles não tinham acesso aos hospitais e a todas essas coisas. Então, eu disse para eles sobre a questão de que os prisioneiros aqui no Brasil foram pessoas que, apesar de serem contaminados, não morreram, né? Não morreram, não. O índice de morte foi muito baixo. E aí ele vai explicar como é que foi isso no país dele. Oui, voilà, c'est expliqué. Ben, c'est bien. Donc, quand vous parlez des prisonniers ou bien des sans domicile fixe, c'est-à-dire les gens qui habitent la rue, donc là, on parle de système d'immunité. Donc, comme on sait tous, les êtres humains, ils ont un système d'immunité qui dépend d'un individu à un autre. Donc, quand vous parlez des gens, des prisonniers, ils ont une forte immunité. Donc, vous voulez dire que le fait qu'ils ont résisté, c'est grâce à leur immunition et non pas au vaccin. C'est ça. Les prisonniers, est-ce qu'ils étaient vaccinés au Brésil? Non, non, si vous voulez, dans la première année, ils n'ont pas été vaccinés. À mon Ouais. avis, ce que moi je suppose, c'est parce qu'ils sont des gens, je veux dire, ils sont forts par nature, parce qu'ils ne mangent pas, je veux dire, des fruits, des choses comme ça. Ils mangent Donc, vraiment ce que l'État les donne, et c'est pas les mieux, hein, il faut le dire.
Non, donc la première hypothèse qui me vient en tête, c'est parce que les prisonniers, ils n'ont pas un contact avec les gens de dehors. C'est-à-dire, ils ne sortent pas, ils n'ont pas le contact avec des gens étrangers. Il n'y a personne qui rentre chez les prisonniers, chez Oui, les mais prisonniers, mis à part les gardiens. Voilà. les gardiens, Donc, parce que les un gardiens, gardien, ils allaient c'est un chez eux, porteur. ils se sont Voilà. contaminés. Il y en a qui sont Voilà. morts en plus, Ouais. mais si vous Ouais. voulez, moi j'avais des clients, ils étaient contaminés, mais ils ont bien supporté Ouais. ça. Ouais. Donc là, on va éliminer l'hypothèse de leur confinement. Et bah, pourquoi? Parce que les gardiens, c'est des porteurs de Voilà, virus. Ils peuvent véhiculer voilà, le virus. Donc, voilà. la deuxième des choses, vous parlez de leur immunité. Donc, on sait tous que les prisonniers, c'est des gens qui font des entraînements. La plupart, ils ont une bonne immunité. On ne parle pas de leur alimentation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent au Brésil, quelle est leur alimentation. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont une forte immunité. Soit c'est par vis-à-vis de leur environnement. On sait qu'une personne qui ne prenne pas beaucoup de douches a plus d'immunité qu'une personne qui prenne toujours des douches. Donc, la personne qui prend des douches matin et soir ou bien chaque jour, il a un risque d'être contaminé plus qu'un individu qui ne se douche pas quotidiennement. C'est vrai? Vous pourriez vérifier par vous-même. Donc, la deuxième des choses, vous dites que ces gens-là, ils ne sont pas vaccinés. Donc, vous ne parlez pas d'une seule personne, de deux, mais c'est des centaines ou bien des milliers de prisonniers en une seule prison. Oui, parce que nous, il faut le dire que le Brésil, c'est le pays qui a le plus de prisonniers, le troisième pays qui Oui. a le plus nombreux de prisonniers dans tout le monde. On est juste derrière les États-Unis et la Chine, hein. Donc, d'où vient cette immunité? C'est par vous. Je vous laisse imaginer. Donc, je vous laisse faire des hypothèses. Donc, nous avons par exemple dans une prison, il y a 500 prisonniers. Dans les 500 prisonniers, il y a 2 ou 3 morts. Le reste, ils ont une forte immunité. D'où vient cette immunité? Et on Oui, sait qu'un corps est différent de l'autre. oui. Donc, il faut voir, c'est-à-dire les moindres détails. Parce qu'un seul détail peut changer tout un monde. Un Oui, c'est seul vrai. détail peut. Il Donc, faut dire qu'ici au Brésil, les prisonniers, ils mangent toujours, tous les jours, ils mangent des haricots avec du riz et un peu de viande. voilà. Donc, c'est ça Donc, tous les jours. Et à mon donc, avis, ça, par eux-mêmes, ils commencent à développer d'être forts parce qu'il n'y a pas une autre façon. Mais il y a une chose qui me prend vraiment l'attention, c'est la question de là-bas, c'est chaud, ils sont ensemble, mais je veux dire, il n'y a pas de climatisation. Parce qu'il y a beaucoup de riches qui sont morts ici au Brésil. Et à mon avis, c'est à cause de la climatisation, parce qu'ils sont dans les hôpitaux et c'est ouais, tout ouais, froid et tout ça. ouais. Donc, je pense que ça, c'est facile pour que le virus se propage. Ouais, vous parlez de l'environnement idéal du virus. Il aime tout ce qui est humide et froid. C'est ça? Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a une seule chose. Pourquoi Oui. le pic du virus, il a monté, il a augmenté dans la période du juin, juillet, août, et non pas dans la période de l'hiver? Oui, au moins, oui, oui, il y a ça aussi. Vous avez remarqué, le mois de janvier, si on voit le taux de contamination dans le mois de décembre, janvier, février, et si on voit le taux de contamination mars, avril, mai, et le taux de contamination juin, juillet, août, le virus il a atteint son pic. Bon, vous au Brésil, vous avez un climat subtropical et tropical, c'est ça. Oui. Donc là, le climat, il joue un rôle très important. Donc, vous avez un Ah oui. climat humide et chaud. Donc, et ici en Algérie, en Algérie, dans la période de l'été, il fait très chaud. Voire même, par exemple, dans ma ville, il peut atteindre jusqu'à 52 degrés. Waouh! Voilà. 52 degrés. Ben voilà. Donc, il peut atteindre des températures vraiment phénoménales. Mais il y avait une surmontée de pic. C'est vrai que la plupart des gens qui étaient contaminés, c'était à cause de la climatisation, ou bien à cause des douches,
ou bien ils étaient en train de transpirer, ils étaient dans un couloir là où il y avait trop de courant d'air, ou bien dans les marchés. Donc, mais si on compare dans les saisons, c'est toujours dans l'été où le pic monte. Soit c'est le printemps, soit c'est l'été. Donc, moi, question climatisation, c'est 50-50, 50-50. D'accord. Donc, je sais pas. Mais concernant les prisonniers, vous dites qu'ils mangent du riz, des haricots verts, c'est ça? C'est pas des haricots verts, des haricots normaux. Blanc. Voilà, des Ah, haricots d'accord. blancs. Donc, ils ont une alimentation à base de carbohydrates et de protéines. Voilà, c'est Donc, tout. il y a l'absence des fibres. Donc, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de haricots verts, il y a pas une source de fibres. Donc, il se peut que l'alimentation peut jouer un rôle très important ici. Ils reçoivent un pain le matin, donc D'accord? à midi, parce que c'est un peu différent, c'est ce qu'on a en France. Hein. En France, Ouais, mais bon, ici, ils reçoivent un pain avec du café le matin, et puis à ouais, midi, donc des haricots blancs avec du riz et un peu de viande. Et ouais. puis le soir, c'est aussi un pain avec du café, quelque chose comme ça. Ah, donc, le repas du soir, c'est un repas maigre. Ah oui, oui, c'est quelque chose de très léger ici au Brésil. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de donner des soupes, ils donnent du pain avec du café. C'est une collation. Oui, ici, chez nous, on mange C'est des une sorte de soupes, mais collation. là-bas, ils donnent pas des soupes aux prisonniers. Non. Ah, d'accord. Donc, voilà. Il se peut que l'alimentation, elle peut jouer un rôle très important. Oui. Mais comment, bah, donc là, on va parler d'une autre chose. Par exemple, dans une cellule, il y a combien de mètres carrés pour combien d'individus? 9 mètres carrés, 15 personnes. Normalement, 15 Bon, personnes. c'est ceux qui sont entassés, hein. C'est ceux Ouais. qui sont entassés. Ils se mettent des hamacs au toit, quelques-uns dorment par terre. Ouais. Mais bon. Et en Bon, ce qui par exemple, concerne les gens qui habitent dans la rue et tout ça, ici, on a eu la même chose. Je veux dire, c'est les gens qui ont contact avec tout le monde. Il y a tout le monde qui passe par-ci, par-là. Et les mendiants aussi, hein, je veux dire. Donc, ouais, si on parle des mendiants ou bien des SDF, ils ont une très forte immunité. Supposons, je vais donner un exemple, par exemple. Pourquoi, chez nous, par exemple, en Algérie ou bien en France, en Europe, on laisse les enfants jouer dans le sable ou bien dans la terre? C'est grâce aux microbes qu'ils développent leur système immunitaire. oui, C'est pour cela que je t'ai donné l'exemple de la douche. Une personne qui ne se douche pas quotidiennement, elle a moins de risques d'une personne qui se douche quotidiennement. d'accord. Donc, comment dirais-je, si une personne se douche quotidiennement, c'est-à-dire, le corps, il perd son système immunitaire, c'est-à-dire, il ne développe pas assez de microbes, ou bien de microparticules pour développer son immunité. Donc, c'est pour cela qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas assez de contamination chez les SDF ou bien chez les mendiants. Même dans les quartiers populaires, bon, dans les quartiers populaires, il y avait en quelque sorte une forte contamination, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations, il y a trop de contacts. Donc, question d'hygiène et tout, les gens ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter du gel hydroalcoolique. Donc, ils étaient censés de travailler avec du savon et de l'eau. Ils se lavaient les mains et c'est tout. Oui, et il Donc, faut dire aussi qu'au départ, on ne savait pas trop qu'est-ce ouais, qui s'est voilà, passé. En effet, ben, ici au Brésil, il y a des gens qui disaient, ben, il faut nettoyer les portes. Il fallait qu'ils disaient non, les portes, il n'y a rien à voir. Il fallait. voilà. Enfin, il y a plein des histoires qui se sont passées, qu'ils envoyaient par les médias et tout ça. Mais on ne savait Ouais, pas vraiment ce qu'il fallait faire. On ne savait pas vraiment comment il fallait faire. Donc, au départ, ouais, c'était un mélange de tout. Donc, ouais, ça, c'est aussi quelque chose qui est très grave parce qu'il y avait des gens qui faisaient exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, moi, ouais. particulièrement, je trouve que laver les mains avec du savon et de l'eau, c'est une des meilleures des choses. Bon, ce que je pense. Voilà. Mais il y en a Et, des autres qui disent non, il faut passer du gel, de l'alcool et tout ça. Donc, hmm. c'est. Et ici en Algérie, par exemple, je ne parle pas uniquement d'Algérie, mais je vais vous donner une idée sur les pays musulmans.
les gens, les musulmans pratiquants, ils étaient moins contaminés que les gens qui étaient non pratiquants. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Chez les musulmans, avant chaque prière, on fait des ablutions. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire des ablutions? Non, c'est ça que je voulais demander. Voilà. Les ablutions, c'est quoi? Avant la prière, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lavent les mains 3 fois, ils se lavent les avant-bras 3 fois, la bouche, le nez et le visage et les pieds 3 fois, ainsi que les oreilles et la tête. Ça, c'est avant chaque prière. Et les musulmans, ils ont 5 prières par jour. 5 Une prières par prière. jour? 5 prières par jour, 5 ablutions. Alors, vous arrêtez un petit peu porque j'ai dit ça Oui, aux personnes, né? oui, Ele está explicando para mim aqui que os muçulmanos, eles se contaminaram menos, porque eles fazem 5 orações por dia e que antes das orações eles lavam 3 vezes as mãos, 3 vezes os braços, o nariz, o rosto, a cabeça e as orelhas. Então, se eles oram 5 vezes por dia e se eles se lavam 3 vezes antes de fazer essa oração, então eles estavam mais, digamos assim, mais limpos e aí eles não se contaminaram tanto quanto as outras pessoas que não tinham esse higiene. Oui, oui. c'est très intéressant. Donc, comme je le disais, chez les musulmans, on fait des ablutions. Donc, avant chaque prière, il y a des ablutions. Donc, il y a la prière 5-6 heures. C'est-à-dire que les prières dépendent du mouvement du soleil. Donc, il y a la prière, à peu près, on l'a fait à 5 heures du matin. Il y a une prière à 13 heures, une prière à 16 heures, une prière à 19 heures et une autre à 21 heures. C'est-à-dire que nous avons 5 prières. Avant chaque prière, on fait des ablutions. Donc, les gens qui font la prière, ça veut dire les pratiquants, ils ont moins de risques vis-à-vis ceux qui ne sont pas pratiquants. Et ça, D'accord. c'est pourquoi? C'est grâce aux ablutions. Ah oui, oui, Oui. c'est clair. Ouais. Donc, c'est pour cela que l'hygiène, elle est très importante dans l'islam. Donc, on marquait plus de contamination chez les non-pratiquants que chez les pratiquants. Ah oui. Et je vais vous raconter une histoire qui est vraie, qui s'est passée à 14e siècle, dans la péninsule arabe, en Arabie Saoudite. Il y avait une peste dans l'année 680-690. Il y avait une peste qui a frappé la péninsule arabe et ainsi que le monde, et qui s'appelait, dans la péninsule arabe, on l'appelait la peste de Amouès. Dans cette pandémie, il y avait 11 000 morts. Donc, le calife, c'est quoi? C'est en quelque sorte, c'est le prédécesseur du prophète Mahomet. Le calife, c'est, comme vous dites, c'est le roi, c'est lui qui gère la communauté ou bien l'empire musulman. Donc, il ne savait pas quoi faire. Les médecins perses et les médecins romains et les médecins musulmans savaient quoi faire. Donc, il y avait une personne qui s'appelait Amr ibn al-As. Vous mentionnez ce nom-là. Cette personne-là, c'était l'un des compagnons du prophète Mahomet. Il Oui. était un brillant, c'était un génie. Donc, l'empereur Omar ibn al-Khattab, il l'appelait, il lui disait, il y a 11 000 morts, que dois-je faire? Il y a trop de gens qui meurent. Il faut faire face à cette pandémie. Je ne sais pas quoi faire. Et le problème, c'est que cette personne, Amr ibn al-As, c'était pas un médecin. C'était juste un génie, comme Einstein, comme vous dites. Il avait remarqué, il lui a dit, tu me laisses un temps pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, en pensant, il a passé une nuit blanche. Donc, il a remarqué que quand les gens se regroupent, le lendemain, ou bien après 3 ou 4 jours, il y avait trop de gens qui meurent. Donc, il a trouvé la solution. C'était le confinement. Il lui a envoyé une lettre, il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a ni médicaments, ni rien. Il faut que tu dises aux gens de s'isoler dans les montagnes et que vous arrêtiez le regroupement. Au bout d'une semaine ou 3 jours, la maladie elle a commencé à s'amortir. Donc, il a pu attaquer cette maladie grâce au confinement. C'était l'un des premiers qui a commencé à attaquer cette maladie ou bien les pandémies par le confinement.
Et sachant qu'il n'y avait ni microscope, ni rien. Et vous pourriez vérifier par vous-même sur Internet l'histoire de Amr ibn al-As et la peste de Amwas. Donc, on procédait de cette façon ici en Algérie. Donc, au début de la pandémie, il n'y avait pas assez de moyens, on n'avait pas les médicaments, on savait quoi faire. Donc, la seule solution, la première des choses, c'était la sensibilisation, faire des tournées dans dans les quartiers populaires. On leur demandait de faire de l'hygiène, c'est-à-dire de se laver les mains et faire des ablutions. Ensuite, d'arrêter les regroupements pour prendre moins de risques. Et lorsqu'ils achètent, par exemple, leurs produits alimentaires ou bien leurs boissons gazeuses, qu'il la stérilise avec de l'eau de Javel. Ça, c'était la première des choses. Et on faisait la même chose à l'école pour les élèves. Pourquoi? Les enfants, c'était des porteurs sains. Oui. C'est-à-dire, il se contamine pas, mais il pourra contaminer sa famille. Ça veut dire, un élève, un enfant, il pouvait contaminer une grande famille, sachant qu'en Algérie, la plupart des couples vivent avec leurs parents parce qu'il y a un problème de logement. Donc, il va pas contaminer sa maman et son papa, mais il va contaminer son grand-père, sa grand-mère, son oncle, son cousin. Donc, D'accord. c'est parce qu'ils vivent dans des grandes familles. Donc, grâce à cette sensibilisation, on a pu réduire en quelque sorte le taux de contamination en Algérie. D'accord. Alors, est-ce que vous avez arrêté, les enfants, ils sont arrêtés d'aller à l'école ou ça a continué? Parce que ici au Brésil, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, vous m'entendez pas? Je vous entends loin un peu. Ah, voilà. Ben, je vais essayer de parler plus fort. Donc, Ouais. je vous demande si là-bas chez vous, si les enfants, ils n'ont pas arrêté d'aller à l'école. Parce qu'ici au Brésil, la pandémie, elle est arrivée plus ou moins au mois de février. Donc, au mois de mars, il y a tout le monde qui a arrêté d'aller à l'école. Et puis, ça a retourné, à mon avis, fin de l'année ou cette année. Mais sinon, tout le monde a resté à la maison. Ouais. Ben, ici, en 2019-2020, je parle du début de la pandémie. Elle a commencé à Voilà. frapper dès le mois de décembre. Et Ah, là, on était en plein année scolaire. Donc, on a commencé à travailler. À partir du mois de mars, on a arrêté les études parce que le pic a surmonté et on pouvait plus gérer la maladie parce que c'était quelque chose de nouveau. Il n'y avait ni médicaments, ni concentrateur, ni rien. L'année 2020-2021, on a commencé un peu tard l'année scolaire. Normalement, d'accord. c'était le mois de septembre qu'on commence. On a commencé le mois d'octobre. Mais on a travaillé directement. Oui, Parce qu'on avait les bavettes, le gel hydroalcoolique, la sensibilisation. Et on a, c'est-à-dire partagé la classe en deux groupes. Avant, c'était 40 élèves par classe, oui, entre 30 et 40 élèves. Ensuite, l'année dernière, on a commencé par travailler on a divisé la classe en deux. La classe de 40, elle était divisée en 20-20. Un groupe de d'accord, 20 qui fait les études le matin et le deuxième groupe qui fait les études le deuxième jour ou bien d'accord. le soir. Donc, on procédait de cette façon. Actuellement, on va avoir la rentrée mardi prochain, Inch'Allah. Donc, on va procéder de cette façon. C'est le système de groupe. D'accord. Donc, Et quels sont les horaires que vous avez à l'école là-bas? on Parce qu'ici commence au l'école à 8 Brésil, heures, on finit à 11 heures. oui, Il y a des classes là où il y a un seul groupe, par exemple. Il y a un seul groupe de 15. Ils font les études seulement le matin. Mais les classes là où il y a 40, ça veut dire 20 groupes le matin, 20 groupes le soir. Ils font de 8 heures à 11 heures et de 13 heures jusqu'à 14h30. ah, d'accord. Parce qu'ici au Brésil, les élèves, ils vont à l'école soit le matin, soit l'après-midi. Ah, d'accord, c'est la demi-journée. Voilà. Ici, on a la demi-journée. Donc, vous avez normalement aussi la demi-journée. Si, si. Mais le D'accord. problème, c'est que ça dépend de la charge. Donc, Oui, oui. par exemple, au C'était Brésil, 40. il y a seulement 15 élèves ou bien 10 élèves par classe, c'est ça? D'accord. Ah. Non, Mais ici au nous, la Brésil, classe on normale, a 40, c'est 50. 40 élèves. On divise 40. la classe en deux. Donc, on est censé de faire un groupe le matin, un groupe le soir. D'accord. Donc, Eh c'est bien. ça. Ouais. Et ce que je voulais vous demander aussi,
C'est très intéressant ce que vous avez parlé là de la famille. Donc, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux dans la famille. Il y a beaucoup d'enfants, c'est ça? Si, Et ça quand les dépend. enfants ils se marient, ils habitent aussi avec les parents. Ici, il y a un problème de logement ici, par exemple. Donc, la D'accord. plupart des couples, ils vivent un certain moment avec leurs parents. Ensuite, lorsque l'État leur donne, après 10 ans de mariage ou bien 15 ans de mariage, ils vont avoir un T2 ou bien un T3, ils commencent à déménager Ah, d'accord. Donc, ici. Mais la plupart, ils font des locations, ils louent des appartements. C'est-à-dire des gens qui sont un peu aisés. Là où le couple, les deux travaillent. d'accord. Et Ouais. normalement, on peut imaginer que la moyenne des personnes qui habitent dans une maison, ça peut arriver jusqu'à combien de personnes? Ça dépend. Des fois, tu trouves des familles à 8 personnes par maison, 9 personnes. D'accord. Mais c'est pas Ouais, beaucoup. C'est, 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 ouais, c'est bon. ouais. C'est la fête, Ah bah, toujours quand on va manger. Alors, c'est la ouais, grande table. ouais, ouais, Oui, oui. ouais. C'est pas 20 personnes. Donc, c'est presque dans tous les pays arabes, la plupart, ils vivent avec en grande famille. Donc, on vit en meute, comme on dit. C'est comme les Ah, Italiens. bien. C'est Ouais. très bien. Oui, c'est très Je bien pense que ça. c'est la même chose au Brésil. Non, si, ici au Brésil, les gens, ils ont de moins en moins des enfants. Hein. Avant, Ouais, il y avait les familles qui avaient, je vais dire, ouais, 10 enfants, 20 enfants même. ouais, Mais bon, moi, ma mère, elle a eu 4 enfants. Donc moi, une fille avec 3 garçons. Nous sommes 4. ouais, Mais si vous voulez, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus avoir d'enfants. De moins en ah, moins, je vais dire, de moins en moins. C'est pas qu'ils veulent pas, mais si vous voulez, quand les gens ils se marient, ils veulent avoir un enfant ou deux parce qu'ils veulent pouvoir donner du confort, payer une école et tout ça. Parce que je sais ouais. pas si vous avez les systèmes d'école privée. Ici au Brésil, on a l'école publique, on a l'école Ouais, publique. l'école publique et l'école privée. Voilà, ici au Brésil, c'est très fort, c'est ça qui sépare je vais dire, les niveaux sociaux. Hein. Donc, les gens, Ouais, ils veulent pouvoir payer l'école pour les enfants et donner les meilleurs et tout ça. Donc, ouais, ils veulent avoir moins d'enfants pour pouvoir leur donner plus. ouais, pour qu'ils aient une bonne formation. Oui. Parce que Une formation de qualité. C'est bien. Quand j'habitais en France, normal, c'était les écoles publiques. Hein. J'habitais à Grasse et j'entendais parler qu'il y avait une école privée à Grasse. Ouais, Mais normalement, c'était des écoles publiques. Tout le monde allait, les riches, les pauvres, tout le monde allait ensemble dans l'école. ouais, c'était des écoles mixtes, ouais. Voilà. Mais Pas ici des au mixités Brésil, entre c'est filles et très garçons, mais différent. c'est la mixité entre riches et pauvres. Voilà. Ouais. Donc, ils aient une formation, comment dirais-je, étatique. Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, Et pour faire face à la pandémie chez vous au Brésil, vous avez fait comment vous que à mon avis, nous, on a fait un petit peu comme chez vous. Donc, si vous voulez, au départ, on savait pas trop ce qu'il fallait faire. Donc, on a resté chacun chez nous, chez soi. ouais. Et puis, des masques toujours, hein, c'était quelque chose de très important pour nous. Et même La prévention, ouais. les activités pour faire du sport, pour marcher, tout ça, tout était fermé. On ne savait pas Ouais, trop quoi faire. Et il faut dire que, si vous voulez, la dépression, c'est quelque chose qui s'est venu très fort chez nous. ouais, c'est bien. C'est par exemple, donc Pardon? il n'y avait pas assez de place dans les hôpitaux. Qu'est-ce Voilà. qu'on a fait? On a fait une cagnotte. On a fait un tour chez les gens. On Ah, collectait d'accord. de l'argent. Il y a des Ah, femmes vous, même qui c'est ont donné des bravo. bijoux. On a fait une collecte. Et grâce à cette collecte, on a pu acheter des concentrateurs pour les familles qui sont confinées à la maison. Ah, ben, Parce qu'il très y avait bien. trop de gens qui mouraient parce qu'ils étaient confinés à la maison. Il y avait des gens qui avaient peur que les gens entendent qu'ils sont malades. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'on a D'accord. fait? On a acheté des concentrateurs et on a essayé d'aider plus de familles qui sont confinées à la maison grâce à ces concentrateurs pour sauver des vies et acheter des médicaments. Ah, d'accord. D'accord.
Ouais. Oui, oui, ici aussi. Donc, on cherchait à chaque fois aider les gens les plus pauvres parce qu'en effet, ce qui a fait aussi, c'est que les gens, ils ont perdu leur travail. Ouais. Donc, si vous voulez, une personne qui avait un magasin qui vendait des vêtements, donc les magasins étaient fermés, cette personne, elle avait plus d'argent ni pour payer Ouais. ses comptes, Oui. ni pour, pode abrir o escritório, por favor, ni pour payer ses comptes, Ouais. ni pour survivre, pour manger. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, je vais dire, aidé un les autres. Mais aussi, très vite, les gens, ils se sont réinventés. Ça, je trouve super que Ouais. c'est arrivé au Brésil parce que, si vous voulez, les gens qui vendaient des vêtements, ils ont commencé à s'utiliser de l'Internet. Donc, ils ont fait leur magasin dans comment on dit, euh, virtuellement. Donc, ils vendaient les produits, ils se faisaient amener chez la personne qui voulait. Et donc, ils se sont réinventés, ce que j'ai dit. Ah, c'est Donc, bien. de toute façon, je vais dire, ils ont modifié la façon de vivre et, et ils se sont réinventés, comme je vais dire. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vendais des vêtements et qu'il fallait amener chez quelqu'un, donc j'étais obligée de donner d'emploi à quelqu'un qui avait une moto. Donc, Ah, ça a d'accord. créé C'est un bien. nouveau travail pour quelqu'un qui n'avait pas de travail. C'est ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ben, c'est bien. Vous avez très bien procédé. Voilà, Donc, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. voilà. Voilà. Ouais. Donc, au départ, il y avait des gens qui n'avaient pas de travail. Pour les restaurants, c'est pareil. Donc, il y avait des restaurants qui recevaient les gens. Et puis, à un moment donné, ces restaurants-là, ils ont dit, ben, on va vendre et on va amener la nourriture chez les personnes qui ne pouvaient pas sortir de la maison. Ouais. Donc, ils s'utilisaient beaucoup ils ont commencé à faire des publicités. Et puis, il y a des gens qui faisaient les livraisons toujours. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des livraisons. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont perdu leurs emplois, des vendeurs dans un magasin ou dans un restaurant. Mais il s'est réinventé et il a dit, ben, je vais faire la livraison. Donc, de toute façon, ça, si vous voulez, ici au Brésil, j'ai dit qu'on s'est réinventé vraiment. Ça nous a amené des opportunités, des gens qui ne savaient pas utiliser l'Internet pour faire ses affaires, mais ils ont dû apprendre. Et puis maintenant, on a changé, mais les gens, ils se sont aidés, si vous voulez. Ouais. C'est bien. C'est bien. Donc, chacun fait ça à sa manière. Voilà, chacun. Par contre, il y a une chose que j'ai pas vraiment compris. Est-ce que les enfants Est-ce que les enfants, ils se sont arrêtés d'aller à l'école, oui ou non? Pas du tout. Ils ont continué Non, à aller pas à du tout. l'école. Non. Du On a tout. fini. On a terminé l'année scolaire. On a arrêté jusqu'au mois de mai. Ils ont passé le bac le 14 juin. Donc, Ah, d'accord. ouais. On a travaillé d'octobre jusqu'au mois de mai. D'accord. Ensuite, il y a une rupture pour qu'on laisse les élèves, les bacheliers et ceux qui vont passer le brevet moyen à réviser, c'est-à-dire entre le 20 mai jusqu'au 14 juin. 14 juin, il y a le baccalauréat et le 10 juin, il y a le brevet moyen. Ah, d'accord. Eh Ouais, bien, bien. ouais. Par contre, au début de la pandémie, en 2019-2020, on a fait une rupture à partir du mois de mars. On a arrêté les études parce qu'on savait pas comment procéder, Ouais. comment faire face. C'était quelque chose de nouveau. La pandémie était quelque chose de fatal. Donc, mais l'année dernière, ça s'est bien passé. Donc, ça va. Il y avait D'accord. quelques enseignants qui étaient contaminés, mais il n'y avait pas assez de morts. Et en ce qui concerne la vaccination, à quel niveau vous êtes? Il y a tout le monde qui a déjà été vacciné ou pas? Euh, je dirais que c'est à 30-40% parce que tu vois, les gens, ils ont une mauvaise représentation mentale envers le vaccin. Il y a des gens qui se vaccinent, d'autres non.
Il y a le pour et le contre partout, même en France. Ah, d'accord. Ouais. Donc avant, D'accord. c'était bon, peut-être qu'ils vont planter des puces, peut-être qu'il y a des produits chimiques, on ne savait pas Oui, les oui, oui. composants chimiques du vaccin. Il y avait trop de produits, le Pfizer, l'AstraZeneca, et chacun faisait commercialiser son vaccin. Donc, c'est à cause de ça que le peuple hésitait. Il y avait le pour et le contre. Oui, mais je vais dire, la disponibilisation des vaccins par les gouvernements, chez vous, c'est déjà pour tout le monde parce que, par exemple, où j'habite, nous Oui. avons déjà, les gens qui ont 15 ans, ils peuvent déjà avoir du vaccin. Donc, ça a commencé avec les plus âgés et maintenant, on est à l'âge de 15 ans. Ah, d'accord. Non, non. Actuellement, il y a que les gens à partir de 20, 24, 25 qui se vaccinent. Donc, les Ce jeunes qui n'est- ont 24 ans, s'ils veulent, ils ont droit ouais. déjà d'avoir le vaccin. À partir de 22, 24, 23, commence le vaccin. Mais pour Et les élèves, pas actuellement. On n'a pas une information. Moi, ce que je sais, c'est qu'à partir de la rentrée scolaire, les enseignants, ils seront obligés de faire le vaccin, d'être vaccinés. d'accord. Ouais. Oui, ici au Brésil aussi, ils essayent de faire une sorte de... euh, ils limitent l'accès des personnes qui sont vaccinées à certains endroits, à certains emplois, à certaines choses. Donc, si vous voulez Ouais, déjà, si moi je vais voyager en Europe, il faut que je sois obligatoirement vaccinée. Sinon, ils vacciné. C'est n'acceptent pareil. pas. Ouais, pareil ici. Il faut avoir le carnet de vaccin. En Europe, Voilà, il y a le passeport de vaccination. C'est-à-dire, il y a une voilà. application sur le iPhone ou bien sur les téléphones, les smartphones. Vous seriez contrôlé par les policiers. La première des choses qu'ils vont vous demander, c'est le carnet de vaccination qui est sur le téléphone portable. Si vous ne l'avez pas, bien si vous ne l'aurez pas, vous seriez censé d'avoir une amende. Ah oui, une amende quand même. Voilà, c'est en faisant mal au petit portefeuille du public, on va le faire éduquer. Eh ben, Ben voilà, oui, non. Ici, ben ici on voilà. n'a pas encore les amendes. Ah, c'est Non. gratos. Mais pour Ouais. moi, je pense que le système d'amende, c'est bien. C'est parce que l'être humain, il n'obéit pas au bâton, il n'obéit pas au coup de poing, mais il obéit que lorsqu'on lui fait mal à sa poche. Ah oui, 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 c'est vrai. Moi, je suis Voilà. d'accord. Ben voilà, c'est le système d'amende qui va faire marcher le train. Oui. Voilà, Alors, voilà. je voulais passer au moment curiosité. Donc, Ouais, je voulais ouais, savoir chez vous, en ce qui concerne ouais, l'influence ouais, d'autres cultures chez vous. ouais, ouais, ouais. Comment ça se Donc, passe? vous avez eu une information que les musulmans, ils avaient moins de risques grâce aux ablutions. Ah oui, ça, Ouais. Et ça, et très vous avez intéressant. appris un nouveau concept. Ouais. Vous avez appris le concept ablution qui voulait dire se laver les membres du corps pour faire une prière. Très bien. Et c'est très bien. Ah, Mais je dis, voilà. est-ce que les jeunes chez vous, ils sont enchantés par la culture d'Europe, des États-Unis et tout ça? Bien sûr, Parce qu'ici bien au sûr. Brésil, je vois que, bon, il y en a des gens qui sont fiers d'être brésiliens, qui chantent la musique brésilienne, qui parlent du Ouais. Brésil, mais il y en a d'autres qui disent non, ben, moi je préfère ce qui vient des États-Unis, ce qui vient d'Europe. Et chez vous, comment ça se passe? Bon, dans n'importe quel endroit, ça dépend. Ça dépend du taux ou bien du degré de conservation du pays. Quand on parle de la Corée, ou bien de certains pays musulmans, ou bien de certains pays asiatiques, il y a une nuance, par exemple. Ici, l'Algérie, elle est située, c'est-à-dire non pas loin de l'Europe. En face, nous avons l'Italie, l'Espagne et la France et le Portugal. Donc, l'esprit algérien, c'est vrai qu'on est un peuple conservateur, mais on vit avec l'esprit européen. Si tu vois dans le vêtu des Algériens, ils prennent que la marque européenne. Ils ont cette représentation mentale de l'Europe, mais ils n'oublient pas leurs origines. C'est comme la paille, les pieds dans l'eau et le vent ne le fait pas casser. D'accord. Voilà.
Et en ce qui concerne je veux dire, les expériences de voyage, d'aller en Europe et tout ça, c'est quelque chose que les peuples de ton pays désirent y aller pour savoir comment c'est ou Si, ils les sont Algériens, ils contents. aiment beaucoup le voyage. Ils aiment beaucoup le voyage, les Algériens. La plupart. Donc, il y a des gens qui passent leur temps en Espagne, en France, en Italie, en Tunisie, malgré qu'il y a une difficulté pour avoir un visa en Europe. Moi, je pourrais par exemple avoir un visa facilement en France, c'est parce que je suis un enseignant de français et je travaille, par exemple, j'ai ma paie quotidienne, mensuelle et tout. Donc, moi ou bien mes amis, il y a la plupart, comme la plupart des Algériens, ils ont ce rêve américain qui veulent aller en Europe, travailler en Europe. Et pour les vacances, si l'opportunité est présente, et les gens ils vont passer leurs vacances en Europe. C'est-à-dire, D'accord. on n'a pas ce côté fanatiste. On déteste l'Europe, on déteste les gens. Et au contraire, on aime les voyages. Et on aime découvrir les autres cultures. Par exemple, moi, je rêve de visiter le Brésil. Eh ben, vous êtes les Inch'Allah. bienvenus, hein? Inch'Allah. Oui, vous aussi, vous serez la bienvenue en Algérie. Il y a Oui, de quoi oui, découvrir. Ouais. oui. Pour Et moi, voilà. ce serait vraiment un plaisir d'aller connaître. J'aimerais bien découvrir les plats brésiliens. Moi, je sais que votre alimentation est basée de poisson et de riz. Voilà. Si je Oui, ne me trompe pas. oui. Ici, Voilà. L'Amérique latine, c'est ça. oui. Oui, et Voilà. qu'est-ce que vous entendez parler, vous, dans votre pays, du Brésil? Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est le Brésil? Comment sont les Franchement, Brésiliens? on aime beaucoup le Brésil. La première des choses, c'est le football. N'oublie pas que Pelé, il est venu jouer en Algérie un match. Non, il y avait le match amical Brésil-Algérie en 65 en Ah, Algérie. Si, il y avait Pelé qui a joué ici. Un match contre l'Algérie. Il a disputé un match à 1 heure de ma ville, à Oran. Et on aime beaucoup les joueurs brésiliens, par exemple Ronaldo, Romario, Galindia, Pelé, Zico, Socrate. ah oui, oui, vous connaissez beaucoup, hein? Ah, bien sûr. Et même côté agriculture, il y a pas mal de produits brésiliens ici, D'accord, hein, concernant le domaine agricole. Sans oublier d'accord. votre café, le café brésilien. Ah oui, c'est bien connu, Donc, oui. le Brésil, il est toujours présent, omniprésent dans la culture algérienne. Chaque matin, on boit du café brésilien. Eh ben, très bien. Ah oui. Oui. Ici, ce qui pour nous est plus flagrant en ce qui concerne votre pays, c'est la musique. Le rail, Ah oui, la musique, pour ouais. nous, c'est vraiment Chef Khaled super. Boublil, On adore la musique. La musique brésilienne, c'est déjà une très bonne musique. On danse beaucoup, on fait beaucoup la ouais. fête. Mais je vais dire, On si aime dans beaucoup le la samba fête, aussi. On si aime dans beaucoup le la fête, samba et on le... met la musique de chez vous, c'est sûr qu'il y a tout le monde qui Ouais, danse, même si on ne ouais. comprend pas, mais Il y a du rythme, oui. Ouais, il y a du rythme. oui, oui. Ouais. On aime beaucoup aussi le samba, le festival de Rio de Janeiro. Oui, c'est beaucoup loin de chez moi, hein, parce que le Brésil, il est très grand. Donc, C'est un continent, le Brésil. ah oui, si vous voulez, Ouais. On on peut mettre 16 fois la France dans le Brésil. Hein, Ah, bien 16. sûr. Voilà. Donc, moi, Ouais, j'habite tout en haut et ouais, Rio, c'est tout en bas. Donc, on a une grande différence des climats. ouais, On ouais. a même le langage, si vous voulez. Il y a des mots qu'ils utilisent que nous, on n'utilise pas. La façon de parler aussi, c'est différente. Quand eux, ils Ah, viennent ici, on il y a une identifie des touche signes. espagnole. Il y Pardon? a une touche espagnole. Vous comprenez l'espagnol mieux que les habitants du Sud. Non, si vous voulez, sont eux qui sont plus près de l'Argentine, hein, Ah, d'accord. parce que moi, je suis plus haut. Mais si vous voulez, les Français et l'Italien, c'est comme le Portugais et l'Espagnol. Ouais, Donc, ouais. nous, même si on parle pas, mais si un Espagnol il nous parle, bon, on va comprendre ce qu'il veut dire. C'est quoi votre deuxième langue? Pardon? Quelle est la deuxième langue, mis à part le portugais chez vous? Non, nous, on parle que le portugais ici. Et Il à y a la langue l'école, on nationale, a l'anglais. il y a la À langue l'école, nationale et la langue seconde. Par exemple, en Algérie, la langue nationale, c'est l'arabe. La seconde langue étrangère qu'on parle, c'est le français et l'anglais.
Non, ici, on a le portugais. À l'école, il y Ouais. a l'anglais. Mais si vous voulez, c'est l'anglais tellement basique que les gens ils vont dire How are you? Good morning. Et pas grand-chose. Ils vont pas C'est juste savoir pour avoir une communiquer, voilà. conversation. Voilà. Ouais. Et parfois, il y en a qui choisissent dans des écoles privées apprendre d'autres langues. Oui. Mais sinon, c'est nous, on est encore parce Ouais. que comme on est grand, c'est un grand pays. Et bon, Ouais. Ouais. maintenant, il y a beaucoup de gens qui voyagent, mais avant, les gens, ils ne voyageaient pas. Donc, ils Ouais. apprenaient les basiques sur l'école et puis c'était bon. Ouais. Mais Ouais. si vous voulez, la deuxième langue, c'est l'anglais. Ouais. Apparemment, vous avez un très bon français. Ah, ben, merci. Hein. Hein, vous avez eu une bonne formation. Hein. Ah oui, je n'ai habité quelques années en France et c'est pour ça que j'ai appris à parler le français. Mais c'est bien. Ah, vous avez très bien appris le français. Enfin, vraiment, chapeau bas. Merci beaucoup. Ouais. Je me sens, je suis contente d'entendre ça d'un prof de français. C'est bien. Bon, ben, je vous dis au revoir. Je vous dis qu'il y a des gens qui m'appellent. Ah J'ai été oui, ravi de faire la conversation avec vous. Ce n'est pas votre compagnie qui me déplaise, mais comment le cas a ses raisons que la raison est liante. Il y a des gens qui m'attendent. Mais oui, j'aimerais bien qu'on refasse une autre conférence. oui, Je je serai suis. ravi. Oui, c'est très bien. Vous m'enseignez, s'il vous plaît, de dire au revoir en arabe. إلى اللقاء. Pardon? إلى اللقاء. Ah, إلى. Vas-y, répète après moi. إلى il a لika. l'ikha. Voilà. إلى اللقاء. Il a l'ikha. إلى Eh bien, اللقاء. merci Et beaucoup. comment qu'on dit au revoir en brésilien? Moi, je Au connais oi. brésilien, on dit ciao. Ah, ciao, c'est comme en italien. Ciao. Et Ciao, bella. voilà. Et merci Ok. beaucoup encore une fois. Hein. Ciao Allez, tout le monde. au À très revoir. bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Ravi Allez, de vous voir. Ciao. merci. Ah, merci à vous également. Pronto, gente. Encerrei aqui a minha live, a minha conferência com o professor algeriano e vou postar aqui para quem quiser ver e saber mais algumas particularidades. Mas foi muito bom essa troca de experiência sobre como os nossos países, a Argélia e o Brasil, se comportaram durante a pandemia. Obrigada a vocês que acompanharam. Até mais.